Le 12 juillet 1944, Saint-Lô, Normandie, France. La cuillère en acier dans la main de Démétrios Aritos se plia lorsqu'il la frappa contre le rebord du chaudron de cuisine de campagne, les jointures blanchies par la frustration. Le sergent de cantine, âgé de 35 ans, jura dans un mélange de grec et d'anglais en observant le chaos qui régnait autour de lui. 6 réchauds de campagne fumaient, 20 cuisiniers auxiliaires épuisés couraient partout, et 3000 soldats affamés attendaient dans une file qui s'étendait hors de sa vue à travers le champ normand boueux. « Sergent Aritos, où est mon fichu petit déjeuner ?» La voix du colonel Whittaker déchira la cacophonie de marmites bouillonnantes et de grilles crépitants. « J'ai des hommes qui n'ont pas eu un repas chaud depuis 3 jours. Ils partent dans 90 minutes. » Aritos redressa son uniforme taché de nourriture et soutint le regard du colonel. « Monsieur, nous cuisinons aussi vite que ces réchauds le permettent. Une cuisine de campagne standard n'a pas été conçue pour nourrir un régiment d'un coup. » La pluie tombée toute la nuit avait aggravé la situation. Le bois humide fumait sans brûler. La boue transformait la zone de cuisson en marécage, et l'humidité empêchait tout de rester croustillant. L'odeur de nourriture partiellement brûlée, mêlée aux fumées de diesel des camions voisins, créait un nuage âcre suspendu au-dessus de toute l'opération. « J'ai besoin de solutions, pas d'excuses », siffla Whittaker, l'eau de pluie dégoulinant de son casque. « Ces garçons vont franchir les lignes allemandes, ils ont besoin de calories. » Aritos hocha la tête, le regardant s'éloigner. Il connaissait les enjeux. Un soldat affamé était un soldat mort. L'efficacité au combat chutait de 40% après 18 heures sans nutrition adéquate. Il avait lu les études. La 3e armée avançait rapidement à travers la France, dépassant ses lignes de ravitaillement, créant un cauchemar logistique reposant sur les épaules d'hommes comme lui. La cuisine de campagne M1937, modèle standard de l'armée américaine, pouvait nourrir environ 250 hommes par unité dans des conditions idéales. Aritos disposait de 6 unités fonctionnant simultanément, ce qui aurait dû suffire pour 1500 soldats, mais les conditions idéales n'existaient pas en Normandie en juillet 1944. Et malgré cela, il devait nourrir 3000 hommes avant leur départ. « Carlson !» cria-t-il à son assistant. « Occupe-toi de remuer. Si ce gruau brûle, tu éplucheras des pommes de terre jusqu'à Noël. » Aritos passa d'un réchaud à l'autre, ajustant les flammes, goûtant la consistance, aboyant des ordres à son équipe. Ses avant-bras portaient les cicatrices de 20 années passées dans les cuisines. Brûlures venues des restaurants de Chicago, coupures du dîner familial de la rue Halsted. Mais rien ne l'avait préparé à cette échelle, à cette pression, à cette impossibilité constante. À une 50aine de mètres, l'atelier de mécanique bourdonnait d'activité. Les mécaniciens travaillaient sur les jeeps et les camions, remplaçant des pièces, adaptant les moteurs aux routes normandes infernales. Aritos observa une équipe démonter et remonter une transmission en moins de 20 minutes. Leurs gestes synchronisés révélaient une précision née de la nécessité et de la répétition. Quelque chose s'alluma dans son esprit. « Johnson » appela-t-il à l'un de ses cuisiniers. « Combien de temps faut-il pour cuire une seule marmite de ragoût ?»« 45 minutes, sergent, vous le savez bien. »« Et combien d'hommes peuvent manger de cette marmite ?»« Environ 40 si on est généreux. » Aritos fit mentalement le calcul. À ce rythme, nourrir 3000 hommes nécessitait 75 cycles de cuisson. Impossible avec la méthode actuelle. Il jeta un œil vers les mécaniciens. La façon dont chaque homme accomplissait une tâche spécifique, la manière dont les pièces circulaient d'un poste à l'autre dans un flux constant. La voix de sa grand-mère résonna dans sa mémoire. « Dimitri, cuisiner ce n'est pas la recette, c'est le système. » Idée qui germait dans son esprit aurait été jugée insensée par les hauts gradés, une violation complète des procédures du corps des intendants. Mais il n'était plus à Forlì. Il était en France, entouré de milliers de soldats affamés et d'un matériel incapable de répondre à la demande. Les hommes, épuisés dans cette file interminable, ignoraient que le sergent gréco-américain qui jurait entre 2 marmites s'apprêtait à révolutionner la manière dont les armées mangeaient, transformant les contraintes impossibles en opérations routinières et à terme, changeant le quotidien de tous les soldats américains du théâtre européen. Aritos s'essuya les mains sur son tablier et commença à dessiner dans le petit carnet qu'il gardait dans sa poche de poitrine. Le matin venu, il serait soit relevé de ses fonctions, soit sur le point de transformer à jamais le service alimentaire militaire. Le 12 février 1917, Chicago, Illinois. L'arôme d'agneau rôti et d'ail emplissait le petit appartement au-dessus du restaurant familial des Aritos sur South Halsted Street. Démétrios, âgé de 6 ans, se tenait sur une caisse en bois à côté de sa grand-mère, Yaya Eleni,
observant ses mains parcheminées pétrir la pâte de spanakopita avec une précision inébranlable. Dehors, la neige tombait sur le quartier grec de Chicago, mais à l'intérieur, la vapeur embuait les vitres tandis que la chaleur rayonnait du vieux four en fonte et de la matriarche qui le commandait. « Regarde bien, Dimitri, » dit Yaya en grec, son accent encore fort après 15 ans en Amérique. « La cuisine, ce n'est pas la nourriture, c'est le système. » Ses doigts bougeaient vite, pliant la pâte autour des épinards et de la feta avec rigueur. « Tu vois, je prépare tous les ingrédients d'abord, j'organise mon espace. C'est ainsi qu'on nourrit beaucoup de monde rapidement. » Cette leçon n'était pas théorique. Le dimanche, le restaurant Haritos servait plus de 500 clients, en majorité des immigrés grecs venus après la messe goûter aux saveurs du pays natal. Le jeune Démétrios passait ses journées à courir entre la cuisine et la salle, observant son père Christos gérer le service, pendant que Yaya dirigeait la cuisine avec l'autorité d'un général. À 16 ans, Démétrios avait des mains capables de résister à la chaleur et un esprit entraîné à calculer instinctivement le temps, la quantité, la cadence. Tandis que d'autres garçons jouaient au baseball, lui étudiait la mécanique de la cuisine collective. Comment transformer 13 kilos de bœuf en 200 portions identiques. Comment faire coïncider 5 plats pour qu'ils soient prêts en même temps. Comment garder les aliments chauds sans perte de qualité. Son père, lui, visait plus haut. Les Américains respectent l'éducation, disait Christos en m'inscrivant à des cours d'ingénierie à Lane Technical High School, en parallèle des heures passées au restaurant. Ce mélange fut une bénédiction. Démétrios cuisina avec l'esprit d'un ingénieur, voyant des inefficacités là où d'autres voyaient de la tradition. Diplômé en 1934, au cœur de la Grande Dépression, il entra à l'Institut culinaire. Là, il apprit des techniques françaises classiques, en contradiction totale avec la simplicité efficace de Yaya. Trop lent, murmurait-il pendant les démonstrations, récoltant les réprimandes de ses professeurs. Lors de sa dernière année, l'hôtel Palmer House, établissement chic de Chicago, l'engagea comme cuisinier. La cuisine servait 2000 clients par jour avec une discipline quasi militaire. Le chef exécutif, Maurice Fontaine, remarqua le talent du jeune gréco-américain pour la production à grande échelle et lui confia les banquets. « Ta grand-mère avait raison sur les systèmes », lui dit Fontaine après l'exécution réussie d'un dîner de 12 plats pour 700 invités. Mais comprends pourquoi chaque système fonctionne, c'est ton don. Quand Pearl Harbor fut attaqué en décembre 1941, Démétrios n'hésita pas. À 29 ans, plus âgé que la plupart des recrues, son expérience fit de lui un atout. Il s'engagea, pensant devenir fantassin. L'armée vit autre chose en lui. Avec des millions d'hommes à nourrir, le corps des intendants chercha des experts en restauration collective. 3 semaines après sa formation, Haritos fut envoyé à Fort Lee, en Virginie, pour devenir sergent de cantine. Très vite, il fut frustré par les méthodes standardisées. Le manuel de terrain FM 10-20 imposait des procédures conçues par des bureaucrates sans pratique. La cuisine de campagne M1937, principal outil de l'armée, était inefficace par nature, privilégiant la durabilité et la mobilité plutôt que la productivité. « C'est comme ça qu'on fait depuis toujours », lui dit le maître sergent Williams. « L'armée, ce n'est pas un restaurant de Chicago, fiston. » Haritos garda alors ses idées pour lui, excellant en silence tout en redessinant mentalement les procédures. Il sortit major de sa promotion et reçut l'ordre d'intégrer la 4e division d'infanterie, destinée à l'invasion de l'Europe. Les compétences forgées dans le restaurant familial, perfectionnées dans les grandes cuisines de Chicago et rationalisées par l'ingénierie, allaient bientôt sauver des milliers d'hommes de la faim dans les champs normands. Mais d'abord, il devait convaincre l'armée que nourrir toute une division de repas chauds en conditions de combat n'était pas un rêve, mais une nécessité. Le 3 mars 1944, à Fort Benning, en Géorgie. Le problème était flagrant. Nourrir une armée avait toujours été une énigme. Une seule division, soit 15 000 hommes, nécessitait 45 000 repas par jour, soit 15 tonnes de nourriture, 11 000 litres d'eau et 6 000 litres de carburant. Le capitaine Reynolds expliquait à ses élèves en montrant les plans des cuisines militaires. Napoléon disait que les armées marchent sur leur estomac, mais personne ne sait encore comment les remplir efficacement. L'Air 1937, surnommé le hachoir par les cuisiniers, comportait 2 armoires métalliques sur une remorque à 2 roues. Chaque unité chauffait des conteneurs pour soupe, café et plats principaux. Conçue pour 250 hommes, elle nécessitait 6 heures de préparation par cycle. Réfléchis à ce calcul, souffla Haritos à Johnson. Pour nourrir une division, il faut 60 cuisines et 360 cuisiniers sur des kilomètres. Dans son carnet, il nota que l'erreur commune consistait à rendre les cuisines portables au lieu de repenser le flux des aliments. L'armée avait tenté des cuisines centralisées en 1942, mais la nourriture arrivait froide.
Les Britanniques avaient essayé la cuisson communautaire, propagatrice de maladies. Arytos analysa chaque étape du processus, identifiant le vrai problème, la cuisson par l'eau. Cuisiner des repas complets un par un créait des goulets d'étranglement. Et s'il pensait en composants? Il dessina une ligne où la nourriture avancerait de station en station, chaque cuisinier répétant un geste unique. Il ajusta les réchauds pour augmenter la chaleur de 40%, ajouta des séparateurs d'acier pour diviser les marmites et inventa un système d'eau par gravité. Le maître-sergent Williams découvrit ces modifications nocturnes. « Qu'est-ce que tu fais à mon équipement » lança-t-il. « Je l'améliore, sergent » répondit Arytos, concentré sur son chalumeau. « Cette configuration triple notre production sans plus de personnel. » Williams ne signala rien. Tous savaient ce qui s'annonçait. Nourrir des centaines de milliers d'hommes lors du débarquement. Ce que Arytos développait n'était pas une simple méthode, mais une réponse au problème logistique le plus critique de la guerre. 3 mois plus tard, les champs normands allaient prouver sa théorie. Le 15 juillet 1944, à Saint-Lô, en Normandie. L'aube se levait sur la cuisine de campagne lorsque Arytos rassembla ses 20 cuisiniers. La nuit s'était passée sans sommeil, finalisant les ajustements de ce qu'il appelait désormais le système de cuisson à flux continu. Les hommes échangèrent des regards sceptiques, tandis qu'il expliquait son approche radicale. « Ce n'est pas comme on nous l'a appris, sergent », protesta le spécialiste Maurice en examinant les réchauds alignés en ligne droite plutôt qu'en cercle. « L'intendance va nous tomber dessus. » « L'intendance ne nourrit pas 3000 hommes en 90 minutes, répondit Arytos en vérifiant les conduites de carburant modifiées. Le capitaine Reynolds autorisa un test. Une seule compagnie, la baie du 2e bataillon. Si nous échouons, ce sera ma tête. Le système ne ressemblait à rien de connu. Arytos avait transformé 6 cuisines M1937 en postes spécialisés. La première ne s'occupait que de la préparation de la viande, la seconde des légumes, la troisième des féculents, la 4e des sauces, la 5e de l'assemblage et la 6e du service. Chaque cuisinier exécutait une seule tâche de façon répétée au lieu de préparer des repas complets. Pensez-y comme à une chaîne de montage de Ford, mais pour la nourriture, expliqua Harriet en plaçant les hommes à leur poste. Personne ne bouge de sa position. La nourriture se déplace, pas les cuisiniers. À 5h30, les 150 hommes de la compagnie B se mirent en ligne pour le petit déjeuner expérimental. Le capitaine Reynolds observait les bras croisés, chronomètre en main. Le colonel Whittaker se tenait non loin, son expression communiquant clairement les conséquences d'un échec. « Commencez » ordonna Reynolds en déclenchant son chronomètre. Le système de Harriet se mit en marche. Les pommes de terre crues entrèrent dans la première station, passant de main en main pour être épluchées, découpées et bouillies avec une efficacité mécanique. Les œufs étaient cassés 4 par 4 par des cuisiniers qui ne faisaient rien d'autre. Le bacon cuisait sur des plaques modifiées que Harriet avait agrandies pour leur donner le triple de la capacité standard. Puis ce fut la catastrophe. La conduite de carburant de la station 3 se rompit, projetant des flammes hautes d'1 mètre. Le spécialiste Jenkins laissa tomber sa louche et recula brusquement, alors que le feu enveloppait la surface de cuisson. « Défaillance du système » cria Maurice, prêt à revenir aux méthodes traditionnelles. « Restez à vos postes » aboya Harriet en attrapant un extincteur pour étouffer les flammes. En 30 secondes, il avait contourné la conduite endommagée et reconnecté l'alimentation en carburant. Le retard coûta quelques précieuses minutes, mais le flux reprit. Les assiettes commencèrent à sortir de la station finale. Des petits déjeuners complets étaient assemblés à partir d'éléments qui n'avaient jamais touché la même surface de cuisson. L'innovation ne résidait pas seulement dans l'organisation, mais dans la synchronisation. Les méthodes traditionnelles cuisaient les repas dans leur ensemble, l'un après l'autre. Le système de Harriet produisait chaque composant séparément, en continu. « Premier repas terminé » annonça Reynolds en vérifiant sa montre. 7 minutes et 14 secondes entre le départ et la distribution. La ligne continuait d'avancer. 10 minutes plus tard, les 150 hommes de la compagnie B avaient tous reçu un petit déjeuner chaud. L'ensemble du processus, même avec le retard dû à l'incendie, avait pris 17 minutes et 42 secondes. Moins du tiers du temps nécessaire avec les méthodes standards. Le colonel Whittaker s'approcha de la dernière station, examina une assiette, goûta prudemment les œufs brouillés. Ses sourcils se haussèrent légèrement, unique indice d'approbation que permettait sa sévérité. « Acceptable », prononça-t-il en reposant sa fourchette. « Préparez-vous à nourrir tout le régiment demain matin. Même horaire. » Le test régimentaire devait nourrir 3000 hommes, 20 fois plus que ceux servis aujourd'hui. Harriet calcula aussitôt les ajustements nécessaires pour étendre le système. Plus de stations, plus de tâches spécialisées, minutage précis à répéter toute la nuit. « Monsieur, il nous faut du matériel supplémentaire, dit Harriet au capitaine Reynolds après le départ de Whittaker. Et 12 hommes de plus. »
Vous en aurez 6, répondit Reynolds, et tout ce que vous pourrez récupérer du bataillon de maintenance. Faites que ça marche, sergent. Durant la nuit, Harriet et son équipe élargirent le système, créant 3 lignes de production parallèles fonctionnant simultanément. Les leçons du matin, surtout la fragilité des conduites de carburant, guidèrent chaque modification. À 4 heures, 27 stations de cuisson étaient prêtes, bien alignées, chacune tenue par un cuisinier ayant répété son geste pendant des heures. À 5h30, le test commença. 3000 hommes du 12e régiment formèrent 3 lignes, chacune alimentant un système de Harriet. Le premier repas chaud sortit 6 minutes après le signal. Le dernier soldat fut servi 78 minutes plus tard. Le colonel Whittaker se tenait au bout de la ligne, témoin d'un miracle de logistique. Un régiment entier nourri de plats chauds en moins d'1 heure et demie, avec le même matériel et le même carburant qu'il fallait normalement pour 6 heures. Le système absurde qui brisait chaque règle de la cuisine militaire venait de révolutionner l'alimentation sur le terrain. Faites installer ce système dans chaque compagnie, ordonna Whittaker, et envoyez le sergent Harriet au quartier général de la division. Le général Collins doit voir cela immédiatement. En 24 heures, Harriet démontra son système au général commandant le 7e corps, qui saisit aussitôt l'avantage tactique, nourrir des divisions entières efficacement. Le système de cuisson en flux continu allait transformer l'avancée américaine à travers la France, assurant qu'aucun soldat ne combatte jamais le ventre vide. Le 16 décembre 1944, à Bastogne, en Belgique, la température tomba à 12 degrés sous zéro tandis que Harriet inspectait ses cuisines sous la neige tourbillonnante. L'offensive allemande avait commencé à 5h30 ce matin-là, une attaque massive et inattendue que l'histoire retiendrait comme la bataille des Ardennes. Les obus d'artillerie hurlaient dans le ciel, frappant avec des détonations qui secouaient les marmites et forçaient les hommes à se jeter à couvert. « Continuez à travailler !» cria Harriet. « Ces hommes ont besoin de plats chauds plus que jamais !» La 101e division aéroportée s'était précipitée à Bastogne pour tenir le carrefour vital contre l'avance allemande. Des milliers d'hommes étaient arrivés sans vêtements d'hiver, sans munitions suffisantes ni matériel médical. Mais grâce au système de Harriet, ils ne combattirent pas sans repas chaud. Les conditions extrêmes mirent à l'épreuve chaque aspect du système. Le métal gelait la nuit, les conduites de carburant se solidifiaient dans le froid arctique. L'eau devait être obtenue en faisant fondre la neige. Même la nourriture arrivait congelée, nécessitant davantage de préparation. « Sergent, il nous reste à peine 1000 gallons de carburant, » rapporta le caporal Morris. « Au rythme actuel, nous serons à court demain soir. » Harriet calcula rapidement. Réduisez le mélange de carburant à 60%, rallongez le cycle de cuisson de 8 minutes par station et isolez les pièces avec toutes les couvertures disponibles. Les solutions improvisées se multiplièrent à mesure que le siège s'intensifiait. Quand la viande de bœuf manqua, Harriet remplaça par du bétail local. Quand l'huile gela, il fit fondre la graisse du bacon pour maintenir la cuisson. Quand 2 stations furent détruites, il réorganisa la production. Ses équipes travaillaient 16 heures par jour par des températures causant des engelures en minutes, sans jamais interrompre le flux. « Mes doigts ne fonctionnent plus, » se plaignit Jenkins. « Utilisez vos paumes, » répondit Harriet en lui montrant comment couper avec des mains glacées. « Ceux sur le front ont pire. Ils se battent et gèlent. Nous, on gèle seulement. » Le 22 décembre, la situation devint critique. Bastogne était encerclée. Les vivres baissaient dangereusement. McAuliffe visita la cuisine. « Sergent, combien de temps pouvez-vous nourrir la division » demanda-t-il. « 7 jours à ration pleine, monsieur, répondit Harriet. 14 demi-rations, 21 avec un tiers et permission pour des ingrédients créatifs. » « Quels ingrédients » demanda McAuliffe. « Des sources de protéines inattendues mais nutritives et méconnaissables, répondit Harriet. « Faites ce qu'il faut, sergent. » Le 23 décembre, les cuisines produisirent un ragoût mystérieux, épais et nourrissant, à base de viande de cheval, de légumes locaux et d'ingrédients que Harriet préféra taire. L'apport calorique respectait les normes de l'armée et le taux de protéines dépassait les exigences. Personne ne demanda rien. La météo empira la veille de Noël. Moins 20 degrés. 8 cm de neige par heure, les cuisines classiques auraient échoué. Le système de Harriet continua pourtant de fonctionner. Le matin de Noël, on entendit les chars venant du sud, la 3e armée de Patton approchait. À midi, les premiers Sherman entraient dans Bastogne, le général Patton visita le 26 décembre, salua McAuliffe et observa les cuisines de Harriet. « J'ai entendu parler de votre installation, » dit Patton. « Mes intendants affirment que vous avez nourri 50 000 hommes chaque jour durant ce grand chaos. » « Oui, monsieur, » répondit Harriet. « Cela fonctionne en toutes conditions. » Patton goûta le ragoût. « Chaque général depuis Alexandre sait qu'une armée combat grâce à son estomac, dit-il. Vous avez découvert comment le garder rempli. »
La bataille des Ardennes durerait encore 1 mois, mais Bastogne était sauvée. La 101e division avait tenu le carrefour essentiel. Les historiens attribuèrent cette réussite à la présence de repas chauds. Les soldats dans le froid avaient besoin de 4000 calories par jour pour combattre. Le système de Harriet les leur fournit quand tout semblait perdu. Quand Patton partit, il dit des mots qui orneraient plus tard le manuel du système. En guerre, l'absurde devient souvent essentiel. Souvenez-vous-en, sergent. Le 6 juin 1994, en Normandie, Démétrios Harriet se tenait sur la plage d'Omaha, ses mains ridées serrant sa canne. 50 ans après le débarquement, où il avait touché terre dans la seconde vague, portant du matériel de cuisine au lieu d'armes. Après la cérémonie, il resta seul, regardant les vagues comme ce matin sanglant de 1944. « Monsieur Harriet, dit un jeune capitaine en le saluant, le secrétaire à l'armée veut vous voir avant la cérémonie. » Harriet acquiesça. On allait donner à Fort Lee, en Virginie, le nom de Centre Démétrios Harriet pour les systèmes alimentaires de combat, une reconnaissance tardive, mais définitive. Ces innovations avaient transformé la logistique militaire. Dès 1945, toutes les branches de l'armée américaine avaient adopté ces principes. La guerre de Corée vit l'introduction de la cuisine de campagne M1959, capable de nourrir 300 hommes par heure avec 2 opérateurs. Au Vietnam, les cuisines mobiles intégraient des pièces hydrauliques automatisées. Le système moderne d'alimentation en Irak et en Afghanistan dérivait directement des improvisations de Normandie. Plus élégant, plus technologique, mais fondé sur le même principe, le flux continu, pas la cuisson en l'eau. Lors de la cérémonie, le secrétaire à l'armée dit « Tous les soldats déployés depuis 1944 ont bénéficié de votre idée. » Après la guerre, Harriet réussit dans le civil. En 1946, il fonda à Chicago Harriet Systems, spécialiste des repas à grande échelle pour stades et centres de congrès. En 1960, l'entreprise nourrissait 100 000 personnes par jour. En 1978, il la vendit. Elle couvrait 23 États. L'ironie, disait-il souvent, c'est que l'armée ne voulait pas de mon système au début. Parfois, les innovations les plus précieuses viennent de ceux qui enfreignent les règles. Les historiens militaires finirent par reconnaître l'importance logistique de sa contribution. Des études des années 70 montrèrent que le système à flux continu réduisait les besoins en personnel de cuisine de 40%, tout en augmentant la capacité de production de 300%. Cette efficacité permit de redéployer des milliers de soldats vers le soutien au combat, accélérant l'avancée alliée en Europe. De plus, les analyses nutritionnelles confirmèrent que les unités utilisant ce système gardaient une efficacité au combat durablement supérieure. Pouvoir servir 3 repas chauds par jour, même en crise, réduisait la fatigue et les pertes. La nourriture, disait Harriet en 1987, ce n'est pas que des calories. C'est le moral, la maison, le souci de savoir si vous vivrez ou mourrez. Voilà pourquoi j'ai tant combattu pour faire marcher ce système. Les aspects techniques trouvèrent des applications civiles. La restauration rapide, les hôpitaux, les compagnies aériennes et les institutions reprirent les idées nées dans ces cuisines de campagne improvisées de 1944. Démétrios Harritos est décédé paisiblement dans sa maison de Chicago le 17 mars 1997, à l'âge de 86 ans. Ses funérailles furent suivies par des représentants de toutes les branches de l'armée, d'anciens membres de ses équipes culinaires et par des centaines de vétérans qui avaient bénéficié de ses innovations. La garde d'honneur militaire, qui porta son cercueil, comprenait 6 spécialistes culinaires. Reconnaissance officielle que le personnel des services alimentaires est essentiel à l'efficacité militaire. Aujourd'hui, chaque soldat qui termine une formation culinaire avancée reçoit un manuel intitulé « Les principes Harritos de l'alimentation sur le terrain ». La première page contient la philosophie simple qui a guidé le cuisinier immigré grec venu de Chicago. Nourrir une armée ne dépend pas de la recette, mais du système. Chaque année, au Fort Lee, le prix Harritos récompense le cuisinier militaire qui propose l'innovation la plus significative dans la technologie alimentaire de terrain. Le trophée est une réplique miniature de cette première cuisine modifiée. Rappelle que les idées les plus transformatrices sont souvent d'abord jugées absurdes. 50 000 soldats nourris chaque jour pendant la bataille des Ardennes. 3 millions de repas chauds servis pendant l'avancée de la Normandie vers l'Allemagne. D'innombrables vies sauvées grâce à une nutrition améliorée et à un moral renforcé. Tout cela parce qu'un cuisinier a refusé d'admettre qu'il était impossible de nourrir une armée dans des conditions de combat. Alors que les planificateurs militaires modernes font face à de nouveaux défis logistiques dans des théâtres d'opérations de plus en plus complexes, ils continuent d'appliquer l'intuition fondamentale que Démétrios Harritos a découverte dans la boue de Normandie. Parfois, la solution n'est pas une meilleure recette, mais un meilleur deux parts.